C'est tout. Merci Gaëlle d'être là ce soir pour cette formation, ce temps d'échange sur la prévention du suicide. Nous accueillons ce soir le docteur Gaël Abgral, qui est psychiatre, référent sur la zone Île-de-France, cellule d'urgence médico-psychologique. Peut-être que j'ai oublié encore autre chose. Oui, aussi du Centre régional de psychotraumatisme Paris Centre et Sud. Et par ailleurs, je suis formatrice régionale pour l'ARS pour la prévention du suicide. Voilà. Et donc, effectivement, Constance m'a demandé de vous présenter. Alors, c'est clair qu'en une heure et demie, je vais pas j'ai pas l'ambition de former l'ensemble de votre communauté à la prévention du suicide et en particulier à comment gérer une crise suicidaire et tout en plus la difficulté supplémentaire étant que vous là vous êtes répondant donc au téléphone, donc on sait que c'est d'autant plus compliqué de gérer ces crises suicidaires, mais plutôt vous donner quelques clés qui me semblent très utiles de façon à ce que vous puissiez au maximum savoir dépister, connaître les signaux d'alerte, en vous présentant aussi toute l'épidémiologie de la crise suicidaire, du suicide, pour que vous puissiez comme ça avoir des profils, je dirais, de patients qui vous permettraient d'être plus vigilants que d'autres et puis savoir où s'adresser et comment le faire et dans quelle temporalité. Avec l'idée quand même que le suicide, ça reste la complication mortelle de toutes les maladies psychiques. Donc effectivement, c'est la complication qu'on craint tous en tant que professionnels de santé mentale, puisqu'on sait que c'est la complication mortelle qui peut survenir lors d'une des maladies dont sont atteints nos patients. Et on sait aussi que dans les études épidémiologiques, on retrouve quasiment sur les patients décédés par suicide, on retrouve dans 93 à 95% des cas une cause psychiatrique qui explique ce passage à l'acte suicidaire. Et ce qu'on fait pour avoir ces éléments-là, ce sont des autopsies psychologiques. Mais je vous développerai cette question-là après. Je vais tenter de faire un partage d'écran. Donc, peut-être, Constance, si vous pouvez veiller, je dirais, le chat, si jamais vous voyez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, ce sera peut-être plus simple. Ça marche, pas de souci. Alors, voilà. Partager. Donc, cette question de la prévention du risque suicidaire, ça fait très longtemps que c'est une question qui me préoccupe. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on avait des chiffres vraiment très alarmants au niveau de notre pays. Et que là, depuis 2012-2013, avec les actions qui sont menées dans la prévention, pour la prévention du suicide, on commence à voir discrètement s'infléchir le nombre de suicides par an en France. Donc, actuellement, le suicide en France, et quand je dis suicide, je veux dire décès par suicide. Hein. Ça concerne un décès par suicide toutes les heures. Donc, ça veut dire environ 10 000 morts chaque année, soit environ 200 000 tentatives de suicide par an. Et ce qu'il faut savoir, chiffre très important, c'est que plus de la moitié de ces personnes-là qui ont tenté de se suicider vont répéter leurs gestes. Et dans ces 60% de personnes qui vont répéter leur passage à l'acte suicidaire, 10% vont décéder par suicide.
hein, et ça, c'est les chiffres du 3e rapport de l'Observatoire national du suicide, hein, donc de février 2018. Et ces chiffres, je vous l'ai dit, là, on a une petite inflexion au niveau du nombre de morts par an, mais ça reste très discret puisque sur les chiffres de 2002, on était à 12 000 morts. Donc, vous voyez que malgré la prévention qui est mise en place sur l'ensemble du territoire, on a quand même des chiffres qui restent très élevés. Là, je vous ai remis la répartition régionale par rapport à la mortalité par suicide. Donc là, ce sont les derniers chiffres en notre possession et ce sont les chiffres de 2012. Donc, vous voyez qu'il y a une grande disparité régionale et que les régions les plus impactées sont en particulier la région Nord et la région Bretagne, et que les régions les plus préservées sont l'Île-de-France, la Martinique et la Corse. Encore une fois, ça c'est des chiffres de 2012. On aura probablement les chiffres, vous voyez, de 2020 et 2021 où c'est clair qu'il y a eu un impact de la crise Covid, mais on ne sait pas encore d'ailleurs dans quel sens. On sait que les dernières études chez les enfants et les adolescents montrent une augmentation de tentatives de suicide, mais en termes de décès par suicide, on n'a pas encore les chiffres et pour l'instant, les premières études qui émergent ne montrent pas d'augmentation de décès par suicide. Vous voyez, là en 2013, au sein de l'Union européenne, vous voyez que la France n'est pas en très bonne place, c'est quasiment premier après les pays de l'Est, en dehors de la Belgique, où on retrouve quand même aussi un taux de suicide assez important, avec une inégalité homme-femme clairement marquée, hein, puisqu'il y a 3 hommes qui vont décéder par suicide pour une femme. Et ça, cette prédominance masculine, elle existe quel que soit l'âge. Ça, c'est très important à garder ça en tête, puisque d'emblée, si vous avez un homme qui vous appelle, ça fait partie des premiers indices potentiel de facteurs de gravité, de risque de décès par suicide. Les modes de suicide en France. Donc, le premier mode de suicide, c'est la pendaison. Donc là, à nouveau, ce sont les chiffres de l'Observatoire national des suicides. Le deuxième mode de suicide, c'est l'utilisation des armes à feu, mais vous voyez que ça vient bien après. Le troisième mode, ce sont les intoxications, en particulier les intoxications médicamenteuses. Et puis, le quatrième mode, ce sont les précipitations d'un lieu élevé. Il y a aussi une variation du mode de décès par suicide en fonction du sexe. La pendaison est le premier mode de suicide chez les hommes, alors que l'ingestion de médicaments est le premier mode de suicide chez les femmes. Donc, il y a une différence aussi de mortalité par suicide selon l'âge. Et ce qu'il faut que vous sachiez, ça va être notre deuxième indice, c'est que le taux de suicide est nettement plus élevé chez les personnes âgées, et ça, quel que soit leur sexe. Donc, à nouveau, ça va être un indice important à avoir en tête. Quand on a un homme au téléphone de plus de 65 ans, ça doit d'emblée nous dire attention, là, il y a éventuellement un risque de passage à l'acte et surtout un risque de décès par suicide qui est plus important. Pour ce qui est des tentatives de suicide, donc on l'a vu, elles sont 5 à 20 fois plus nombreuses que les décès par suicide, puisqu'on retrouve généralement un suicide pour 20 à 30 tentatives de suicide chez le sujet jeune, et un suicide pour 3 tentatives de suicide après 65 ans. Donc, vous voyez à quel point ce chiffre augmente après 65 ans. Donc, à nouveau, autre indice, quand on a fait une tentative de suicide, qu'on est un homme et qu'on a plus de 65 ans, là, on est vraiment très à risque de décéder par suicide. Donc ça, c'est un indice très important. Et c'est vrai que dans les idées reçues, on a souvent des gens qui font des tentatives de suicide, ce sont des appels à l'aide.
Non, ça doit être un indice pour nous. Plus on fait de tentatives de suicide, plus on risque de décéder par suicide. On estime qu'en France, 8% de la population a déjà réalisé une tentative de suicide. Et une tentative de suicide sur 2 est déjà une récidive. Et donc, finalement, on obtient le chiffre que 2% de la population présenterait un risque suicidaire élevé. Et dans 90% des cas, on retrouve la prise de médicaments. Alors là, à nouveau, c'est une cartographie en fonction des régions, hein, par rapport au taux d'hospitalisation suite à une tentative de suicide, donc chez les femmes, ici, et là, chez les hommes. Et vous voyez que globalement, en termes de régions, on retrouve les régions qu'on a pu retrouver impactées par des taux de décès par suicide importants, sauf peut-être pour la Bourgogne qui émerge là de façon un peu plus prégnante pour les tentatives de suicide dans les deux sexes, et pour la Nouvelle-Aquitaine chez les hommes. Alors, pour résumer, on a en gros 200 000 tentatives de suicide par an qui vont malheureusement donner lieu à 10 000 décès par suicide. Et chez ces 10 000 décès par suicide, il y aura la moitié qui ont déjà fait une tentative de suicide et la moitié qui sont ce qu'on appelle des primo-suicidants. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire ce sont des personnes qui n'auront jamais fait de tentative de suicide auparavant, hein, et qui vont malheureusement directement décéder par suicide. Et comme je vous l'ai dit dans mes propos introductifs, 93% présentent une pathologie psychiatrique qui va expliquer finalement ce passage à l'acte qui va être responsable du décès par suicide. Autre notion importante à avoir en tête, c'est que le suicide, c'est vraiment un événement multifactoriel. C'est-à-dire, d'une part, on va avoir, et vous l'avez vu, l'importance de la comorbidité psychiatrique, et ça, je dirais, quelle que soit la maladie psychiatrique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des facteurs neurobiologiques, il y a le degré d'impulsivité qu'on peut retrouver qui peut être très important, le degré de détresse actuelle, l'histoire familiale, le contexte de vie actuel, l'accessibilité aussi aux moyens létaux, qui est très important à évaluer, la dangerosité de décéder par suicide chez une même personne ne sera pas la même si ce dernier, par exemple, a un accès facile à un moyen létal, par exemple un gendarme, un policier, un pharmacien, un médecin qui ont accès et qui connaissent les médicaments qui vont être létaux. Ça va être des signaux d'alerte aussi que d'avoir cette connaissance finalement de l'accessibilité aux moyens létaux. Le fait qu'il y ait une comorbidité somatique, c'est une notion importante. Le fait qu'il y ait des comportements addictifs aussi. Et puis, la personnalité, et en particulier le degré d'impulsivité dans la personnalité. Donc, vous voyez vraiment que le suicide, on ne peut pas parler d'un événement unifactoriel. C'est vraiment un ensemble de dimensions qu'il va falloir explorer. Donc, je vous l'ai dit, il y a des facteurs environnementaux, donc en particulier la consommation d'alcool, de toxiques, de tabac, le fait d'avoir des événements de vie particulièrement stressants, des problèmes conjugaux, des difficultés socio-économiques, socio-professionnelles, le fait d'avoir des antécédents d'abus physiques ou sexuels dans l'enfance, et ça, si on ne pose pas la question, bien sûr, on ne peut pas forcément avoir accès à ces antécédents-là. La présence d'une maladie aussi, en particulier d'une maladie grave comme le cancer ou certaines maladies neurologiques. Et je vous l'ai dit, l'accessibilité à des moyens létaux, que ce soit des armes à feu, des médicaments. Et en particulier, ça renvoie aux professions des personnes que vous pouvez avoir au téléphone.
Alors, les facteurs psychologiques, et en particulier, ce qui est très important à noter, c'est le degré d'impulsivité, d'agressivité et l'importance du sentiment de désespoir présent au moment de l'entretien. Et autre dimension très importante, la présence d'une symptomatologie dépressive. Puisque ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le fait d'être, la maladie dépressive, la pathologie dépressive, est celle qui va être la plus, qui va générer le plus de décès par suicide. Donc, c'est très important de connaître les signes et les symptômes d'un syndrome dépressif, puisque c'est la comorbidité psychiatrique qui va être le plus à risque d'entraîner un décès par suicide. Gaëlle, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la comorbidité somatique? C'était une des questions qui a été posée par… Alors, C'était la slide d'avant. Il y avait dans les petits la items… comorbidité somatique, c'est le fait d'avoir en même temps que des idées suicidaires, une maladie comme un cancer, comme des maladies neurologiques, comme d'autres maladies graves qui peuvent toucher le corps. C'est ça que j'entends par maladie somatique. C'est par opposition, je sais que c'est plus très actuel, par rapport à une maladie psychiatrique. Merci. Donc, ce qu'on retrouve dans la majorité des études, même si cette étude date un peu, c'est que vraiment l'impulsivité va jouer un rôle majeur dans le passage à l'acte suicidaire. Et dans cette étude, on retrouvait les chiffres suivants, c'est que 75% mettent moins d'1 heure à prendre la décision. Donc, vous voyez que là, quand on est au téléphone, on a un laps de temps qui peut être très réduit par rapport à cette prise de décision. 25% moins de 5 minutes et seuls 7% vont y penser pendant plus de 24 heures avant. En cas de prise d'alcool, l'impulsivité va augmenter et les idées suicidaires, c'est ce qui a été retrouvé dans cette étude un peu princeps sur les tentatives de suicide, vont survenir dans la demi-heure qui va précéder la tentative de suicide. Et autre chiffre très important, vous voyez que dans 75% des cas, le désir de se tuer va disparaître dans les 24 heures. D'où l'importance que les patients n'aient pas à leur disposition les moyens létaux de commettre un suicide. Pour ce qui est de la dépression, donc cette entité, cette pathologie psychiatrique qui est la plus pourvoyeuse de décès par suicide, il faut savoir que 50 à 70% des suicidants, alors les suicidants, c'est ceux qui ont fait une tentative de suicide, sont déprimés au moment où on les examine, donc après leur tentative de suicide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, c'est un état transitoire. Ça dure quelques semaines ou quelques mois, avec des symptômes caractéristiques, des troubles du sommeil, une fatigue, une tristesse, une perte d'intérêt, que les traitements et les traitements antidépresseurs sont efficaces dans ce syndrome-là, et que globalement, et ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve pour l'ensemble des pathologies psychiatriques, on ne connaît pas sa cause, elle est multifactorielle, à la fois biologique, génétique et psychologique. Dans les notions importantes concernant la dépression, c'est que 10% des personnes vont être déprimées à un instant donné, 20% de la population présentera au moins un épisode dépressif majeur au cours de la vie, et que la dépression multiplie par 30 le risque de décès par suicide. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment des chiffres énormes. Actuellement, elle se situe au 4e rang des années de vie perdues et d'incapacité. C'est un classement d'OMS. Et en 2020, donc là, on y est, on est en 2021, elle se situe juste après les maladies cardiovasculaires. La dépression est une maladie qui reste sous-diagnostiquée
car 50 à 70% des déprimés ne sont pas reconnus comme tels par leur médecin traitant lors de la première consultation. Et qui sont-ils? Généralement, ce sont ceux qui ne sont pas repérés. Hein. Ce sont des hommes, à nouveau, jeunes. Donc là, c'est le contraire par rapport au risque de décéder par suicide, qui ont un bon niveau d'études, qui ont un niveau de dépression qui est relativement modéré et qui n'ont pas d'antécédents de dépression et souvent qui se plaignent d'un problème somatique. Un peu, je dirais, sans spécificité, mal au dos, douleur à l'estomac, constipation, douleur un peu généralisée. Concernant la consommation d'alcool, l'abus et surtout la dépendance va multiplier par 40 le risque de suicide dans certaines études. L'alcoolisation aiguë va entraîner une désinhibition et parfois finalement un décalage entre le niveau de souffrance et la létalité, enfin les moyens qu'on va utiliser pour faire sa tentative de suicide, qui peuvent être exagérés, extrêmement extrêmes, ça c'est le cas de le dire, extrêmement extrême, elle est jolie celle-là, par rapport au niveau de souffrance. Et il y a certains médicaments qui peuvent favoriser le passage à l'acte, et en particulier quand on consomme de l'alcool, c'est l'interféron, les benzodiazépines. Donc, c'est très important aussi d'interroger nos patients sur leur consommation de médicaments. Donc, suicide et génétique, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la génétique du suicide? En fait, oui. C'est encore du domaine de la recherche. Mais ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une augmentation du risque suicidaire qu'on retrouve multiplié fois 4 ou 10 chez les personnes qui ont un parent du premier degré qui a déjà fait un passage à l'acte suicidaire. Donc, parent du premier degré, ça veut dire père, mère, frère, sœur. Il y a une vulnérabilité génétique spécifique aux conduites suicidaires et ça indépendamment d'autres troubles psychiatriques. La transmission des conduites suicidaires, elle semble en rapport avec la transmission de traits agressifs dans les familles. Mais encore une fois, ça, c'est encore du domaine de la recherche. Mais ce qui est important, si vous voulez, dans cette notion-là, c'est qu'il faut interroger nos patients afin de savoir si dans leur famille, il y a déjà eu des personnes qui sont décédées par suicide ou qui ont fait des tentatives de suicide. Ça, c'est un indice de gravité supplémentaire pour nous cliniciens. Alors, d'autre part, des études post-mortem vont retrouver une diminution de la transmission sérotoninergique et actuellement, les gènes qui sont étudiés, c'est ceux du système sérotoninergique, hein, c'est d'ailleurs ceux qui sont impliqués dans le traitement de la dépression. Donc, le gène du tryptophane hydroxylase et le gène du transporteur de la sérotonine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à un patient qui exprime des idées suicidaires? Donc, ce qui est très important dans les petites clés là, que je vais pouvoir vous livrer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'un patient qui exprime des idées suicidaires. Au contraire, il va falloir l'interroger très précisément sur ces idées-là, ce qui va vous permettre de lui proposer une prise en charge. Puisque un patient qui vous exprime des idées suicidaires, ça veut dire qu'il reste une part de recherche de solutions pour pouvoir envisager autre chose que le passage à l'acte suicidaire. Donc, c'est vraiment la fenêtre qu'il ne faut pas rater pour désamorcer la crise suicidaire. Donc ça, c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur d'aborder directement ces idées suicidaires, puisque le patient qui va pouvoir être en face d'un professionnel de santé qui est capable d'entendre cette souffrance-là, ça va lui permettre d'être extrêmement rassuré. Et avec le lien qu'on va pouvoir mettre en place entre nous, professionnels de santé, et lui, ça va permettre d'accéder au désamorçage de la crise suicidaire.
Donc, comment peuvent s'exprimer ces idées suicidaires? Ça peut être indirectement. On peut retrouver des idées comme ça exprimées de la façon suivante. Il vaudrait mieux en finir. Il faut que ça s'arrête. Je suis un poids pour les autres. J'ai envie de m'endormir et de ne plus me réveiller. C'est la seule solution. Si j'étais mort, ça réglerait le problème. Mourir un jour ou mourir maintenant. Là, ça pourrait être une banalisation finalement de ces idées-là, voire une tentative philosophique de rationalisation de ces idées suicidaires. Alors, quand des idées suicidaires deviennent-elles inquiétantes? Bien, quand elles se répètent, quand ce sont des ruminations obsédantes, quand il existe un scénario pour le geste, et là, ça va être très important dans cette deuxième phase d'interroger la personne sur l'existence d'un scénario suicidaire. Et là, je vous ai mis une schématisation assez commune du processus suicidaire. Les petits carrés blancs, ça correspond à des idées. Et vous voyez là que c'est une idée suicidaire. Et finalement, au départ, l'idée suicidaire, elle est mélangée avec d'autres idées. Et puis, vous voyez que petit à petit, ça devient une rumination puisqu'elle prend de plus en plus importante. Et à partir de ce moment-là, il y a vous voyez, on ne pense plus qu'au suicide. Il y a une phase qu'on appelle la cristallisation où va se mettre en place le scénario suicidaire. Où, quand, comment. Et une fois qu'on est là, il va y avoir le passage à l'acte. Donc là, on est après une fois qu'il y a eu une cristallisation scénario suicidaire, on est trop tard. Donc, il faut vraiment interroger en amont sur ce scénario, sur les facteurs environnementaux et tout ce qui va être important sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour désamorcer la crise suicidaire. Il y a aussi ce qu'on appelle des équivalents suicidaires. Donc, en particulier, les conduites à risque, la prise de risque inconsidérée au volant, les sports à risque, base jump, saut à élastique, consommation massive de toxiques, alcool, cannabis. Donc, tout ça, ça peut être des équivalents suicidaires. C'est-à-dire que un exemple, par exemple, c'est les jeunes. On voit pas mal de patients qui sont hospitalisés, qui sont jeunes, dans les services d'urgence le samedi matin ou le dimanche matin, suite à des consommations massives d'alcool, qu'on appelle binge drinking. Et là où c'est très important, c'est qu'il faut absolument pas banaliser ces consommations, puisque, à mon sens, ce sont vraiment des équivalents suicidaires. Et c'est pas normal du tout de se retrouver hospitalisé en urgence, aux urgences, après avoir consommé de l'alcool, y compris quand il a un alibi festif. Et là, il faut vraiment interroger le patient sur l'éventualité d'idées suicidaires et sur le pourquoi, finalement, de ces conduites extrêmes. Alors, comment évaluer le risque de passage à l'acte quand il existe des idées suicidaires? Il faut que vous connaissiez l'échelle qui s'appelle l'échelle RUD. C'est l'échelle risque, urgence, dangerosité et qui va nous permettre de déterminer du coup un risque faible, moyen ou élevé. Et vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Vous pouvez la retrouver très facilement sur Internet. Et en gros, à l'issue de cette échelle qui se passe très rapidement, on a soit un risque faible, soit un risque moyen, soit un risque élevé. Le risque est faible quand on a une bonne relation de confiance avec le patient, quand le patient recherche des solutions à ses problèmes, quand il pense au suicide mais il n'y a pas de scénario précis, quand il recherche des stratégies pour se sortir de la crise et quand il est bien entouré. Et ça, c'est très important de pouvoir explorer l'entourage familial du patient de façon à savoir si on va pouvoir s'appuyer sur l'entourage du patient.
Le risque est considéré comme moyen quand il y a une intentionnalité qui est claire et que l'équilibre émotionnel est fragile. Quand le scénario est précis, mais qu'il n'y a pas de date arrêtée. Quand je vous disais, il va falloir poser les questions où, quand, comment, c'est vraiment poussé. C'est est-ce que vous avez déjà pensé au suicide, ok. Et est-ce que vous avez pensé à une façon de mettre fin à vos jours? Donc là, soit il répond oui, soit il répond bah non. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise, c'est flou. Et à ce moment-là, on est quand même plus rassuré. Si on a un patient qui nous dit ah bah oui, moi d'ailleurs, j'ai déjà consulté 6 médecins généralistes. Donc maintenant, j'ai en ma possession 3 boîtes de Nivaquine. J'avais d'ailleurs regardé que sur Internet, la dose était létale à 100% quand on dépassait les 10 grammes. Et j'ai prévu de les prendre dans 10 jours parce que ma femme n'est pas là. D'ailleurs, je me suis loué une chambre d'hôtel. J'ai d'ailleurs déjà réservé. Et ce sera donc pour le 17 mai, puisqu'elle sera partie avec les enfants. Et je ne risque pas de lui faire du mal, puisque ce ne sera pas elle qui va me découvrir. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même scénario qu'auparavant, quand on a quelqu'un qui nous dit, ah ben non, pourquoi vous me posez ces questions-là? Non, j'y ai pensé, mais non, pas vraiment, pas à ce point-là. D'emblée, on n'est pas dans la même gravité d'imminence. Hein. Là, la situation que je vous ai décrite, c'est l'urgence extrême et il va falloir faire en sorte que cette personne-là, elle puisse être prise en charge par le SAMU, puisqu'il va falloir en urgence qu'elle soit examinée par un psychiatre dans un service d'accueil des urgences et qui puisse avoir une évaluation le plus rapidement possible par un psychiatre. Où est-ce qu'on peut demander de l'aide? Donc, les médecins traitants, c'est vraiment en fonction du risque, hein, bien sûr, un relais très, très important, hein, puisqu'ils connaissent leurs patients. Il y a les services d'aide par téléphone, hein, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Mais il y a par exemple les services d'aide tels que SOS Amitié, hein, qui font depuis plus de 40 ans de la prévention du suicide. Il y a bien sûr les urgences des hôpitaux et en termes de dangerosité, d'imminence, il y a bien sûr le SAMU, le 15. Alors, les décisions d'orientation en fonction du risque suicidaire du patient. Donc, quand il y a un risque faible et qu'il y a un soutien social important, on peut, je dirais, adresser tranquillement vers une consultation de médecin traitant. Quand vous évaluez un risque moyen, c'est plutôt médecin traitant et service spécialisé psychiatre. Et quand le risque est élevé, ce sera forcément à l'hôpital et par un spécialiste psychiatre. Alors là, on va passer au volet tentative de suicide et prise en charge des tentatives de suicide. Est-ce que vous avez des questions par rapport peut-être à votre pratique professionnelle et aux situations difficiles auxquelles vous avez pu être confrontés? N'oubliez pas de rallumer votre micro si vous avez une petite question à poser à Gaëlle. Lorsque la personne refuse d'aller aux urgences, par exemple, si on a quelqu'un au téléphone et qui nous dit il est risque plutôt élevé et il refuse qu'on appelle le 15, comment on peut faire? Alors, dans ces cas-là, je ne sais pas quelle est la politique de l'association. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du patient, une adresse Oui, on a l'adresse de téléphone, oui. Des fois, ils sont anonymes, mais des fois, on a les numéros de téléphone. Je pense que dès qu'on perçoit un risque de passage à l'acte suicidaire et qu'on n'a pas de personne relais qu'on peut contacter, je pense que avant de faire un entretien un peu plus poussé, il faut d'emblée avoir les coordonnées de se situe le patient exactement, comment on accède à son domicile, quel est son numéro de
de téléphone? Est-ce qu'on a un proche éventuellement qu'on pourrait joindre? Vous voyez, avant de pousser un peu plus loin, d'avoir ces informations-là en amont. Puisque si vous vous retrouvez dans une situation où le patient est anonyme, enfin, la personne qui vous appelle est anonyme, que vous identifiez un risque élevé et que pour vous, il y a une nécessité, vous voyez, qu'elle appelle le 15 ou qu'elle se range aux urgences le plus proche de chez vous, à part lui conseiller ça, vous êtes coincé. Puisque vous ne pouvez pas envoyer des secours ou prévenir le SAMU de son département et leur demander d'envoyer des secours si vous n'avez pas ces informations-là en amont. C'est pour ça d'ailleurs que au SAMU, on recueille toujours ces informations-là en amont. Et là, ce que vous dites, c'est que ce que vous avez présenté, c'est qu'une personne a un projet très très bien décrit, elle sait où elle va, c'est-à-dire ça se passera pas tout de suite. C'est ça ce que vous nous avez décrit, c'est qu'une personne prévoit qu'elle va se suicider. Tout à fait. Et quand on a accès à ça, c'est là où on peut chercher avec lui d'autres solutions que ce passage à l'acte suicidaire. C'est pas parce qu'il a prévu très précisément qu'il va le faire puisqu'il vous en parle. D'accord. Parce que si on est, vous voyez, dans cet entonnoir et qu'on est vraiment beaucoup plus à droite de l'entonnoir, la personne, elle va pas vous en parler, elle va pas vous appeler. Vous voyez? Oui, bien sûr. Puisque les choses seront déjà fixées et malheureusement, c'est pour ça qu'on ne peut pas prévenir tous les décès par suicide. C'est qu'il y en a, cette phase de cristallisation, elle a déjà eu lieu et du coup, ce sont pas eux qui vous appellent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. À partir du moment où ils vous appellent, où on est en amont, ça veut dire que quelque part, ils imaginent qu'il y a une solution qui peut être trouvée. Même s'ils vous font pas part de cette idée-là. Et c'est à nous de vraiment se donner les moyens et en particulier s'appuyer sur l'entourage est très important. Avoir ces coordonnées-là, même en amont. Vous voyez, moi, ce que je dis quand on a des permanences téléphoniques, en particulier pour le poste d'urgence médico-psychologique téléphonique nationale, des gens qui ont été fortement impactés et où il y a une comorbidité suicidaire importante, donc où il peut y avoir un risque suicidaire chez les personnes qui ont été victimes d'un psychotraumatisme. Les premières choses que je demande, c'est écoutez, monsieur, madame, si jamais on est coupé, est-ce que vous pouvez bien me donner votre numéro de téléphone, votre adresse, je vais prendre vos coordonnées administratives, et quel est le proche de confiance que je peux appeler si jamais j'arrive pas à vous joindre, et je prends tout ça en amont, avant même d'avoir le contexte. Et c'est vrai que c'est précieux pour nous parce que si jamais on est coupé, si jamais on identifie un risque suicidaire majeur avec une opposition, on va dire, sur le moment de l'entretien aux soins, on peut au moins tenter d'alerter les secours et de leur demander d'envoyer des moyens au domicile. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à plusieurs reprises. Comme vous le savez, on est toujours, les CUMP sont toujours votre relais de numéro national et quand vous identifiez des situations à risque, vous pouvez nous transmettre comme ça via notre mail dédié. Ça nous est arrivé très rarement d'avoir des personnes au téléphone pour lesquelles on a demandé au SAMU un envoi de moyens pour qu'ils soient examinés aux urgences et hospitalisés dans un deuxième temps quand c'était nécessaire. Merci Gaëlle. D'autres questions ou pas? Oui, Jean-Pierre. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si les gens qui font une euthanasie volontaire sont comptés parmi les suicides. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, à mon sens, si vous voulez, c'est une question très différente. Ce qui est très important dans cette question d'euthanasie et assistée et souhaitée, c'est d'évaluer la présence d'une comorbidité psychiatrique et de l'éliminer.
Hein, par exemple, moi, j'ai été amenée à accompagner une de mes patientes qui était atteinte de sclérose en plaques extrêmement avancée et qui a décidé de faire une euthanasie active en Suisse. Et donc, autant à un moment, elle avait pu être hospitalisée dans mon service et on avait pu la traiter d'une dépression sévère, autant au moment où elle m'a fait part de cette demande, déjà, elle était extrêmement handicapée avec des perspectives extrêmement sombres. Et avec sa fille, en toute connaissance de cause, elles ont fait les démarches pour aller en Suisse et elles m'ont demandé un certificat médical qui attestait de l'absence de pathologie psychiatrique qui pourrait finalement expliquer cette demande d'euthanasie. Donc, ce qui est très important quand il y a cette intentionnalité-là, c'est de bien vérifier qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique. Je ne l'ai pas forcément développé, mais il y a des professionnels qui sont, du fait de l'accessibilité aux moyens létaux, beaucoup plus à risque de décéder par suicide. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui est des armes à feu, c'est les gendarmes, les policiers. Pour ce qui est des médicaments, c'est les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Ah oui. Puisque non seulement ils ont accès… Attendez, je vais fermer la fenêtre, c'est du bruit. Non seulement ils ont accès à des moyens létaux, mais en plus, ils savent comment faire. Donc, c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui a une intentionnalité qui peut être aussi forte, hein, mais qui n'a pas cette accessibilité, cette connaissance, il aura moins de risques de décéder par suicide et par chance, ça peut se terminer qu'en tentative de suicide. C'est pour ça que ces personnes qui font des tentatives de suicide, c'est vraiment très, très important de ne pas banaliser ce passage à l'acte et de les prendre finalement comme si c'était la veille de leur décès par suicide, quel que soit le moyen employé, voyez. Et vous pouvez avoir moi en consultation, là récemment, j'ai eu un jeune qui avait fait une tentative de suicide qui était passée inaperçue et parce qu'il avait pris, je sais plus, une boîte de Doliprane mêlée du Trogestan de sa mère, mais il savait pas que c'était pas dangereux, en quoi que le Doliprane, s'il avait pris plus qu'une boîte, ça aurait pu commencer à être dangereux. Il savait pas ça. Hein. Pour lui, il voulait vraiment en finir. Donc, c'est très important, même si pour nous, la létalité est pas importante, de considérer ces passages à l'acte comme une chance et presque parfois, vous avez vu, au-delà de 65 ans, hein, on a 3 tentatives de suicide et après, on est quasiment sûr de décéder par suicide. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant par rapport à ça. C'est vraiment des indices de gravité majeure, hein, ces passages à l'acte suicidaire. Il faut les rechercher. Si on ne pose pas la question, c'est pas forcément quelque chose qui peut venir spontanément dans le discours. Et encore une fois, les patients sont extrêmement soulagés et rassurés de pouvoir aborder ce sujet des idées suicidaires avec un professionnel qui est capable de les entendre. Hein, et surtout de proposer des solutions. Merci beaucoup. D'autres questions? Ou on continue? Oui, je voudrais vous poser une question. Bonjour madame et merci pour la qualité de votre intervention. Une réflexion plutôt de pratique, à la fois en cabinet et aussi sur la plateforme téléphonique. Et puis une question. La réflexion, ça serait bien souvent dans le dialogue mené, il y a une question que j'amène lentement sur est-ce que, enfin, je l'exprime un peu schématiquement, mais c'est beaucoup plus subtil dans la conversation. Est-ce que c'est vous que vous aimeriez tuer ou est-ce que c'est le mal-être qui est en vous? Et souvent, cette question, au téléphone notamment,
elle permet de dire « Ah non, mais quand je parlais oui, quand je parlais de vouloir mourir, c'est pas moi, non, mais moi j'aimerais bien vivre, mais j'aimerais vivre sans cette douleur intérieure. » Donc c'est intéressant d'amener un peu cette question parce que c'est pas forcément le sujet qui a envie de mettre fin à son existence, mais il a envie de mettre fin à une souffrance. Et cette conversation, elle permet parfois un apaisement, ou en tout cas pour la une tranquillité. Puis je voulais savoir s'il y avait des pathologies psychiatriques qui ont plus de propension à des tentatives de suicide ou à des suicides, notamment par exemple des pathologies où on a des hallucinations, des choses comme ça, ou en tout cas une souffrance telle dans l'environnement que la personne a plus tendance à vouloir mettre fin à ses jours. Mais je vous l'ai dit, la pathologie psychiatrique la plus à risque de décès par suicide, c'est la dépression. Après, il y a des pathologies, et en particulier, là, vous évoquez les pathologies psychotiques, et en particulier la schizophrénie. On sait qu'il y a une période chez les schizophrènes qui est très à risque, c'est le début de la pathologie. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience de l'impact cognitif et sur la vie finalement sociale de cette maladie qui va être très douloureuse pour le patient. Et à ce moment-là, on sait que ces patients sont très à risque de décéder par suicide. Donc, il faut être extrêmement prudent dans tout ce qui est annonce du diagnostic. Et ça, c'est parfois, malheureusement, ça peut être un peu brutal. Donc, restez vraiment toujours extrêmement prudent par rapport au diagnostic. Je trouve que c'est très bien ce que vous soulignez, madame, sur le fait de dissocier l'individu de sa souffrance. Et il faut aussi dissocier l'individu de sa pathologie. Hein. On ne parle pas d'un schizophrène, mais bien d'un patient qui souffre d'un trouble schizophrénique. Vous voyez? C'est exactement ce que vous soulignez, quoi. C'est très différent, mais il y a vraiment un hotspot, comme on dit, là au début des maladies chroniques psychiatriques. Et en particulier de la schizophrénie, puisqu'il y a un impact cognitif qui est quand même assez important dans cette maladie. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Belle, donc si vous voulez. Ok, donc on va continuer un petit peu avec les prises en charge des tentatives de suicide. Et à nouveau, hein, si vous avez un patient, un appelant qui vous dit qu'il a fait une tentative de suicide qui n'a jamais été évaluée par un psychiatre, il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge et hospitalière dans la mesure où c'est possible, qui soit faite de façon, si vous voulez, à ne pas banaliser cette première étape, puisque, encore une fois, ça va être une façon que nous, professionnels de santé, on va avoir pour éviter la récidive et potentiellement le décès par suicide. Là, ce magnifique schéma, en gros, les deux choses importantes, c'est qu'en gros, sur les 200 000 suicidants, donc ceux qui ont fait une tentative de suicide par an en France, vous voyez qu'il y en a quasiment qu'un quart qui vont être hospitalisés en psychiatrie. Donc, c'est très peu. Et pourtant, on sait que c'est un indicateur très fort du risque de décéder par suicide. Donc, nous, en tant que préventeur du risque suicidaire, il va falloir les remettre dans un parcours, les mettre dans un parcours de soins de façon à ce qu'il y ait une évaluation la plus fine possible de ce passage à l'acte suicidaire. Les temps d'accueil, et ça c'est aussi superposable
à votre entretien téléphonique, hein, à votre conversation téléphonique ou votre entretien téléphonique, je crois que vraiment la qualité de l'écoute, de l'accueil, que ce soit aux urgences ou au téléphone, elle est fondamentale, puisque c'est vraiment là qu'on va conditionner la suite de la prise en charge. Là où ça va pouvoir basculer vers une prise en charge et une issue positive, ou au contraire, où le lien ne va pas se faire et où il y a un risque finalement d'une difficulté supplémentaire dans la prise en charge. Ce qui est très important, et ça je le mettais dans la prise en charge aux urgences, mais on peut aussi le mettre dans la prise en charge téléphonique, c'est le respect de la confidentialité avec, encore une fois, les mesures qu'on peut prendre dès le début de l'entretien qui sont pour nous importantes, c'est-à-dire comment on pourrait éventuellement porter secours à cette personne si elle en avait besoin. Et je dirais que c'est malheureusement le risque de ne pas le demander dès le départ. C'est un risque qu'on peut accepter à ce moment-là, qu'on connaît dès le départ, qui va être si on a quelqu'un qui souhaite rester dans la confidentialité ou dans l'anonymat, et s'il va nous verbaliser des idées suicidaires particulièrement prégnantes, quelque part, il va falloir accepter qu'il nous met dans cette position finalement qu'on pourrait qualifier d'ailleurs d'assez agressive, hein, puisqu'il va nous livrer des idées suicidaires extrêmement violentes et nous positionner dans une position d'incapacité à l'aider. Il ne faut jamais oublier que dans le décès par suicide, autant la dimension auto-agressive est flagrante, hein, puisqu'on va se donner la mort, mais il ne faut pas oublier la dimension hétéro-agressive qu'on retrouve quasiment systématiquement dans le passage à l'acte suicidaire. Donc, il faut savoir établir un climat empathique avec une proximité relationnelle. Il va falloir évaluer le patient, donc que ce soit aux urgences ou au téléphone, et avoir en tête hein, les signes, symptômes de la dépression, dont on sait qu'elle est particulièrement pourvoyeuse de décès par suicide. Il va falloir savoir si on a des facteurs supplémentaires de risque, comme le fait d'être un homme, le fait d'avoir un métier qui rend accessible les moyens létaux, le fait d'être âgé de plus de 65 ans, le fait d'être très isolé, le fait d'avoir des facteurs de vie particulièrement difficiles actuellement. Et cette évaluation, quand on est dans le cadre d'une évaluation d'une tentative de suicide, elle peut se faire soit immédiatement au décours du geste quand il n'y a pas de prise de médicaments qui pourrait assombrir la capacité d'expression du sujet, ou alors dans un second temps après la prise en charge somatique du patient. Les objectifs de cette évaluation, ça va être vraiment une enquête spécifique sur le geste comme sur le scénario suicidaire. Parce que imaginez-vous, voilà, il y a un patient qui vous livre dans ses antécédents, parce que vous lui posez la question, parce que vous êtes un excellent professionnel de santé mentale, et qui vous dit, bah oui, effectivement, j'ai déjà fait une tentative de suicide. Il ne faut pas vous arrêter là. Hein. Quelle était cette tentative de suicide? S'il vous dit, j'ai pris une fois des médicaments et puis finalement, ça m'a rien fait, donc je suis restée à la maison, puis j'ai trouvé que c'était dommage de faire ce passage à l'acte, donc j'ai préféré consulter un spécialiste, et puis là, vous voyez, je vous appelle. C'est pas du tout pareil que quelqu'un qui vous dit, j'ai fait une tentative de suicide, je me suis défenestrée, j'ai dû faire 6 mois de rééducation et c'est à ce moment-là qu'on a découvert ma maladie bipolaire et depuis je suis traitée et puis là ça fait 15 jours que j'ai arrêté mon traitement. Vous voyez à quel point
finalement, un antécédent de tentative de suicide peut orienter vers des profils de personnes extrêmement différents et déterminer un risque extrêmement différent. Autant le premier profil que je vous ai livré aura globalement, on est, je vais dire, assez rassuré, hein, puisque d'emblée, il a fait ce passage à l'acte, mais il a su appeler de l'aide, alors que dans le deuxième profil, on a dû aller à l'hospitalisation. La défenestration, c'est un passage à l'acte d'une violence inouïe, hein, quand même, pour le sujet et pour les personnes qui pourraient assister à cette défenestration. Et après, vous voyez les conséquences de ce deuxième passage à tentative de suicide, parce que ça s'appelle de la même façon, sont pas du tout les mêmes. On a un patient qui a une maladie mentale chronique, qui est traité pour cette maladie, qui est en rupture de traitement. Donc, à nouveau, va falloir conduire un examen psychiatrique et psychologique, hein, pour identifier si on se situe là dans la tentative de suicide, les facteurs de risque et les facteurs de protection, parce qu'il y a quand même des facteurs de protection au risque de faire une tentative de suicide. On va à nouveau déterminer un niveau de risque suicidaire. Alors, vous voyez, là, je vous montre les choses extrêmement, je dirais, pratico-pratiques, avec l'échelle rude. Mais vous allez retrouver quand vous faites des entretiens, je dirais un peu plus souples, un peu plus conversationnels. Finalement, vous allez voir que vous allez évaluer de la même façon ce risque faible, modéré ou élevé. Ce qui va nous permettre de déterminer les modalités de traitement. Soit il va falloir hospitaliser la personne ou la traiter en ambulatoire. Là, je vous ai remis quelques référentiels qui sont toujours d'actualité, même si vous voyez qu'ils ont plus de 20 ans. Il y a un livre aussi de Philippe Courtet qui est très important et qui est très bien fait sur la crise suicidaire, qui est un peu plus récent que cela. Mais ça, c'est les guidelines actuels. Donc, globalement, cette évaluation, elle peut rester complexe, hein. Elle comporte toujours une marge d'incertitude, hein, et ça, il va falloir l'accepter aussi chez nos patients. Voilà, on sait que le risque de décéder par suicide, c'est le risque majeur. Parfois, on va mettre tout en œuvre, et c'est pour ça que c'est très important, je trouve, de garder une trace écrite de cette évaluation. Si jamais à un moment donné, un dossier médical est saisi ou qu'il y a, vous voyez, dans les SAMU, les conversations sont enregistrées, donc on peut éventuellement saisir les bandes, hein, si à un moment il y a un questionnement judiciaire autour du passage à l'acte. Que vraiment la méthodologie, même si le squelette reste le même, c'est très important de garder de la souplesse et de savoir s'adapter au cas singulier de chaque patient. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à y impliquer un tiers, que ce soit un tiers proche du patient, voire un tiers aidant, une assistante sociale, pour s'appuyer comme ça sur l'entourage et vous, de votre côté, pouvoir faire part de votre expérience lors de séances, par exemple, d'intervision, qui vous permettrait comme ça d'avoir un retour d'expérience par rapport à votre entretien. Et il faut que vous sachiez que cette évaluation à proprement parler, ça constitue déjà, à proprement parler, une étape du traitement. Là, on est dans le cadre vraiment des tentatives de suicide qui ont été hospitalisées dans un service d'accueil des urgences. L'examen somatique initial va évaluer la gravité immédiate et différée du geste suicidaire. Et ça va permettre de définir le traitement et des surveillances adaptées. L'évaluation psychiatrique, elle va être réalisée finalement dans un second temps, hein. Notre évaluation, et là je vous parle de l'évaluation psychiatrique dans un service des urgences, mais placez-vous aussi dans une situation conversationnelle que vous pouvez avoir en entretien avec votre patient.
il va falloir vraiment recueillir les premières difficultés de notre patient, en particulier ses difficultés psychiques, étudier un peu le contexte de la crise, rechercher une éventuelle pathologie psychiatrique, des signes de gravité pour vous en faire craindre une récidive à court terme. Je me souviens comme ça d'un patient que j'avais vu aux urgences qui était boulanger, son commerce a fait faillite, sa femme l'avait quitté et vous savez peut-être pas, mais il y a un effet un peu cathartique du passage à l'acte suicidaire qui peut soulager comme ça certains patients. Et donc, il était dans cet état un peu cathartique où il était comme soulagé finalement d'avoir pu passer à l'acte, d'avoir survécu à cette tentative de suicide. Et il était dans un état pseudo-euphorique qui ne présageait rien de bon. Pourquoi? Parce que sa femme l'avait toujours quitté et il était toujours en faillite et il n'avait pas de solution de recours. Il était toujours aussi isolé. C'était toujours un homme et il avait toujours plus de 55 ans. Donc, même si, vous voyez, il était dans un discours, on va dire, dans les suites immédiates de son passage à l'acte suicidaire, qui était un peu cathartique, il était content d'être encore en vie. Moi, en tant que professionnel de santé mentale, je savais qu'il y avait un risque très important de récidive à court terme et donc il était inenvisageable de le laisser ressortir. Il fallait absolument l'hospitaliser. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Parfois, pour cette évaluation, un seul entretien n'est pas toujours suffisant. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter, alors je ne sais pas si c'est toujours confortable dans votre pratique, mais à dire à vos patients, et nous c'est ce qu'on leur propose régulièrement, bah, écoutez, moi je vous rappelle dans une semaine pour faire un point ou dans quelques jours pour faire un point. Si jamais ces idées suicidaires, elles deviennent très envahissantes, vous voyez que vous ne pensez plus qu'à ça, à ce moment-là, il faudra vraiment pas hésiter à appeler directement le 15 ou à vous rendre dans les services d'accueil des urgences les plus proches de chez vous. Voilà. Et puis, pour un patient, savoir qu'il va être appelé dans 4 jours, dans 5 jours, ça lui met comme ça un but qui n'est pas très loin et qui permet de donner une continuité au lien que vous avez pu instaurer lors du premier entretien. Donc ça, on en a parlé, c'est très important de revenir sur les modalités de cette tentative de suicide, les moyens employés, la connaissance supposée de la dangerosité, hein, parce que parfois on peut employer un moyen pour faire une tentative de suicide et penser que finalement c'était un médicament anodin. Interroger sur le but du geste suicidaire. Est-ce que c'était vraiment un désir de mort, d'alerte, une fuite, une pression sur l'entourage, parce que ça peut exister aussi. Est-ce qu'il y avait des facteurs précipitants, des facteurs de stress durables, aigus, des conflits interpersonnels? Quel est le degré de préméditation ou d'impulsivité? Et est-ce que ces idées suicidaires, elles sont toujours présentes ou est-ce qu'elles sont passées? Et là, à nouveau, ça peut tout à fait s'appliquer à vos entretiens téléphoniques. Donc, les questions qu'on peut poser à nos patients, ça peut être: pouvez-vous décrire la manière dont les choses se sont passées? Avez-vous cherché à appeler à l'aide? Comment imaginez-vous ce qui se passerait après votre passage à l'acte, hein? Comment auriez-vous été découvert? Là, c'est quand on est vraiment dans le scénario suicidaire. Quelles auraient été les réactions de votre entourage? Et pourquoi on pose ces questions-là? Parce que ça peut être une façon de s'appuyer sur justement ce qu'aurait pu penser l'entourage et la tristesse, hein, provoquée à l'entourage pour trouver d'autres solutions finalement que ce passage à l'acte suicidaire. Comment vous sentez-vous maintenant? Soulagement ou regret d'être en vie?
Et y a-t-il quelque chose de changé depuis la tentative de suicide? Et comme là, ça vous renvoie à cette situation que je vous ai évoquée par rapport à ce patient qui était boulanger, finalement, il n'y avait rien qui avait changé au niveau de sa situation personnelle. Donc, le risque de passage à l'acte suicidaire restait important. Donc, il va falloir aussi, après, rechercher le diagnostic le plus pourvoyeur de décès par suicide, qui est clairement l'état dépressif. Mais il y a aussi les conduites addictives, les troubles anxieux, un état délirant. Très important à connaître les antécédents personnels de prise en charge psychiatrique. Et est-ce qu'il y a eu une adhésion au suivi proposé? Est-ce qu'il y a eu des traitements médicamenteux? Est-ce qu'il y a des antécédents de tentative de suicide? Et là, à nouveau, j'insiste, il ne faut pas s'arrêter à « oui, j'ai déjà fait une tentative de suicide », c'est où, quand, comment. Et est-ce que de la même façon, il y a eu des tentatives de suicide ou des décès par suicide dans la famille? Il va falloir évaluer le mode de vie, les situations familiales, insertion sociale ou scolaire, éléments biographiques, rupture affective, prise de risque, comportement violent, projet scolaire, professionnel, relationnel, difficultés actuelles, étayage possible de l'entourage. Et ça, c'est le point le plus important. Si on peut joindre un proche, si on peut trouver une solution de soutien avec les proches, c'est ça qui va être le plus soutenant et le plus important pour prévenir la crise suicidaire. Donc, quand on peut rencontrer ou joindre la famille ou l'entourage, ça permet d'appréhender leur propre vécu, recueillir leurs difficultés, apprécier la qualité de l'étayage à l'extérieur de l'hôpital, recouper les ressources quand on a le temps, si on peut contacter le médecin traitant, et puis éventuellement se mettre en contact avec une assistante sociale. Donc, ça va nous permettre, à nous, professionnels de santé mentale, de déterminer le risque, à nouveau, je vous en ai parlé, avec les facteurs de protection, et en particulier les facteurs de protection, ça va être si on a des enfants au foyer, en particulier pour les femmes, sauf si on est dans un contexte de dépression du postpartum, où là, ce n'est pas considéré comme un facteur protecteur. Si on est bien entouré, donc ça c'est très important, si on peut s'appuyer comme ça sur un contexte familial ou proche qui est soutenant. Et les facteurs de risque, on s'y est longuement déjà appesantis. Donc faites très attention, là je le répète à nouveau, quand vous êtes confronté à un homme qui exprime des idées suicidaires ou qui a déjà fait une tentative de suicide, qui a plus de 50 ans et qui est très isolé socialement. Ça, c'est vraiment les 3 signes d'alerte importants. Alors, bien sûr, s'il a fait des tentatives de suicide, s'il a des antécédents personnels de suicide dans sa famille, si le scénario suicidaire est très ancré déjà, ça vient rajouter. Mais là, vous avez vraiment les 3 signes d'alerte, je dirais, les plus importants. Donc, je vous ai dit, les facteurs de protection, c'est la présence d'enfants au foyer, sauf si on est dans le cadre d'une dépression du postpartum, le fait d'être enceinte, le fait d'avoir des convictions religieuses, et n'hésitez pas à vous appuyer sur les convictions religieuses du patient, y compris si vous n'êtes pas croyant. Son niveau de satisfaction en dehors du moment où il est en détresse, et vous pouvez vous appuyer d'ailleurs sur ces moments de joie qu'il a pu connaître auparavant, et puis le fait d'être dans une relation thérapeutique positive. Les difficultés habituelles d'évaluation, par exemple aux urgences, c'est est-ce que le patient est vraiment réveillé après une tentative de suicide, en particulier quand il a pris des médicaments et je dirais surtout des benzodiazépines. Il faut attendre minimum 5 demi-vies pour être sûr qu'on ait éliminé un médicament. Donc, les benzodiazépines, en fonction du type de benzodiazépine, elles ont des
des durées où elles restent dans le sang plus ou moins longtemps. Et cette évaluation, il faut connaître vraiment les demi-vies de ces médicaments, puisque parfois on peut avoir le sentiment que le patient est réveillé, mais on sait qu'il y a un effet amnésiant de ces traitements. Et du coup, si vous réinterrogez, c'est comme ça qu'on a su d'ailleurs, le patient, je sais pas, allez, 3 heures après, il est possible qu'il se souvienne absolument pas de l'entretien qu'il a eu avec vous. Donc après, on va prendre une décision. Donc, est-ce qu'il va y avoir nécessité d'une hospitalisation, et y compris quand il y a un refus d'hospitalisation et qu'on est trop aux urgences, et qu'il y a un risque de passage à l'acte, il ne faudra pas hésiter à hospitaliser le patient sous contrainte. Donc, parfois, c'est important, dans le cadre de ces tentatives de suicide, de dissocier le temps et le lieu d'évaluation. Il y a le temps de l'urgence, je dirais dans les 12 heures qui font suite au passage à l'acte suicidaire, et il y a le temps de l'évaluation psychiatrique et sociale. Donc, l'intérêt des unités d'évaluation spécialisées, et en particulier au sein de la PHP, par exemple, on développe des unités spécialisées qui sont un peu des services portes, donc d'hospitalisation courte, 72 heures aux urgences, pour les patients qui ont fait une tentative de suicide, et ça permet d'avoir une évaluation précise. Et 72 heures, ça laisse le temps d'être certain que les médicaments sont évalués, ça laisse le temps d'avoir un entretien avec les proches ou avec la famille, et ça laisse le temps, si vous voulez, de marquer le coup aussi par rapport à ce passage à l'acte suicidaire. Donc ça, c'était plus pour que vous ayez connaissance de ces structures-là d'aval qui sont capables de proposer ces soins. Bon, ça, je vous l'ai dit. Toc. Donc, à la PHP, à Paris, il y a plusieurs unités qui sont orientées sur cette prise en charge de prévention du suicide. Donc, à Pitié-Salpêtrière, Bicêtre, Bichat, Hôtel-Dieu, Tenon. Il y a bien sûr plusieurs protocoles de recherche, et en particulier des protocoles de prise en charge qui vont inclure notamment les thérapies centrées sur la prévention de la récidive suicidaire. Et puis, vraiment, cette intégration de ces livres, dans une réflexion générale sur l'urgence et sur l'aval de l'urgence, qui est très important à développer, mais ce qu'on souhaite développer aussi au-delà de l'aval de l'hospitalisation, c'est tout ce qu'on pourrait mettre en amont au niveau des services d'aide médicale urgence, et en particulier certains SAMU, et on espère bientôt le SAMU de Paris, mais certains SAMU comme à Saint-Étienne, comme à Rennes, comme à Lille, ont des infirmiers et des psychiatres qui sont présents au niveau des salles de régulation et qui permettent, entre autres, d'évaluer le risque suicidaire, sans pour autant envoyer le patient dans un service d'urgence, ce qui peut être très précieux. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est les chiffres. Je dirais les chiffres qui sont accablants, que malgré leur diminution ces dernières années, on reste quand même entre un suicide toutes les heures, donc un décès par suicide toutes les heures, environ 10 000 morts chaque année. Les derniers chiffres tournent plutôt autour de 9 000, mais on pense qu'il y a 10% dans les déclarations, les certificats de décès, il y a une sous-déclaration du suicide. Donc, c'est pour ça qu'on pense que les chiffres, contrairement, on est plus autour de 10 000 morts. Qu'il y a toujours 200 000 tentatives de suicide par an, que plus de la moitié des personnes qui ont fait une tentative de suicide
vont répéter leurs gestes et dans ces personnes-là, il y en a 10% qui vont décéder par suicide. Donc vraiment, interroger les patients qui ont fait une tentative de suicide, ils sont plus à risque de décéder par suicide. Hein, ça, c'est vraiment très important. Encore une fois, attention aux hommes âgés de plus de 50 ans qui sont très isolés et qui sont déprimés. Encore une fois, c'est des critères que vous devez avoir et qui sont des critères de risque de passage à l'acte suicidaire fort et des indices forts. Donc, ceux-là, il faut vraiment les avoir en tête. Le suicide, vous l'avez compris, une prévention est possible, et ça, j'insiste là-dessus. Quand on verbalise des idées suicidaires à un tiers, c'est que consciemment ou inconsciemment, on imagine qu'il y a une solution qui est possible, et quand le patient n'est pas à même d'envisager lui-même une solution, il faut absolument l'aider à trouver ces solutions. Et nous, en intervenant, je dirais, professionnels de la santé mentale, on est vraiment à cette position-là. Comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, il faut dissocier la souffrance psychique actuelle ressentie par le sujet du sujet lui-même, ou de même une maladie psychiatrique du sujet lui-même. Donc, les idées suicidaires, ne jamais les banaliser, ne pas avoir peur d'en parler directement à son patient, rechercher l'existence précisément d'un scénario suicidaire, accompagner et soutenir et orienter vers un professionnel spécialisé quand c'est nécessaire. Alors, quelques idées reçues qui existent sur le suicide. Alors, ça va être ceux qui en parlent ne passent pas à l'acte. Donc ça, c'est faux, puisque la moitié, on l'a vu, des patients qui sont décédés par suicide ont parlé de leur projet. En parler risque de provoquer le suicide? Non. Former à l'évaluation du risque suicidaire va diminuer ce risque. Si le patient veut vraiment se tuer, il y arrivera? Non, puisqu'on sait qu'il y a un impact du retrait des moyens létaux. Les gens qui prennent des médicaments ne veulent pas vraiment mourir, c'est un appel à l'aide. Donc ça, à nouveau, c'est une idée reçue, puisque 10% des suicidants vont se suicider. Ça, vous savez, c'est les 10% des 60% qu'on refait un passage à l'acte suicidaire. Donc, c'est un appel à l'aide, soit, mais qui doit être entendu. Le suicide est un acte autonome ou un acte philosophique? Non, puisque plus de 90% des gens qui ont fait une tentative de suicide, qui sont décédés de suicide, avaient un trouble mental évolutif. Alors, pour aller plus loin, je vous l'ai dit, le livre de Philippe Courtet, qui est vraiment très, très bien fait, je vous conseille franchement de le lire, qui s'appelle « Suicide et tentative de suicide ». Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y avait éventuellement une autre partie, mais qui est peut-être moins intéressante pour vous, que j'avais gardée dans ma présentation, qui sont les conséquences médico-légales des décès par suicide à l'hôpital. Et si vous voulez, pour vous résumer un peu l'aspect médico-légal de cette question, c'est que ce qu'on va regarder par rapport aux patients qui sont décédés d'un suicide à l'hôpital, c'est si à la fois l'hôpital, le service de l'hôpital a mis tout en place pour éviter le passage à l'acte suicidaire. C'est-à-dire, par exemple, dans un service de psychiatrie, est-ce qu'on aura sécurisé ce service en faisant en sorte, par exemple, qu'on ne puisse pas ouvrir en grand les fenêtres du service, en particulier s'il se situe au 6e étage, et si on avait mis tout en œuvre en termes de moyens, de dépistage et de suivi
par les équipes soignantes de surveillance et par les diagnostics et les mises en place de mesures de retrait de moyens létaux pour les patients qui sont hospitalisés. Mais peut-être vous avez des questions là, sur l'ensemble finalement de ce topo. Merci Gaëlle, en tout cas pour cette présentation très riche. Est-ce que certains auraient des questions sur la deuxième partie de l'intervention? N'oubliez pas juste de rouvrir votre micro si vous en avez pour qu'on puisse vous entendre. Tout le monde est subjugué. Oui, ou peut-être un peu fatigué. Bon, alors, je vais considérer que si je ne vois aucun micro s'ouvrir et qu'il n'y a pas de questions dans le chat, j'ai vérifié qu'il n'y a pas de demande de précision par rapport à cette deuxième partie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Pourrait-on avoir la liste de questions, enfin, de façon à être plus en sécurité nous-mêmes? Merci. C'est-à-dire? Par exemple, sur un slide, vous avez mentionné des questions qui étaient importantes à poser, etc. C'est simplement pour avoir ça en mémoire. Ah, mais je peux vous envoyer mon diaporama. Enfin, je peux l'envoyer à Constance. Ce serait parfait. Ce serait parfait. Merci beaucoup. Après, si vous souhaitez aller plus loin en termes de formation, je vous dis, hein, il y a des formations à 3 niveaux qui sont organisées par le GEPS, hein, qui est le Groupement européen de prévention du suicide. Et il y a des formations donc, pour les intervenants en santé mentale pour avoir des clés et des outils un peu plus concrets pour désamorcer une crise suicidaire. Très bien, merci beaucoup. Marie-Françoise. Moi, c'est simplement pour remercier du cadre qui est posé pour la prise en compte de ces appels au suicide, enfin de ce type, des idées suicidaires, pardon, mais en témoignant que dans l'exercice courant, il y a des moments où on se sent vraiment très très seul, ça c'est ça. Et que le cadre que vous nous avez bien posé est aidant, vraiment. Mais quand on est face à des personnes qui refusent toutes les propositions de prise en charge dans l'immédiat, on se retrouve tout seul face à lui et il faut avoir la colonne vertébrale pour effectivement, d'abord, ne jamais couper le lien, et continuer solitaire face à ces personnes-là le temps qu'elles progressent. Mais ce n'est pas facile. Hein. Ah non, non, c'est très difficile et en particulier quand on n'a que l'outil téléphonique. Hein. Je suis bien d'accord que ça peut être extrêmement difficile. Après, je crois qu'il faut rester très, très humble hein, dans notre position, c'est-à-dire que à un moment donné, s'ils ne nous donnent pas les clés et si on a proposé tout ce qu'on était en mesure de proposer, n'oubliez jamais la dimension hétéro-agressive hein, dans le passage à l'acte suicidaire. Hein, c'est que nous mettre dans ces positions d'impuissance, parfois il peut y avoir des éléments, je vais dire le mot, hein, de personnalité, de perversité, une jouissance, et ça, moi, j'ai pu le constater à certains moments, que de placer comme ça l'autre, et en particulier celui qui est censé être le sachant et le soignant, dans une position d'impuissance. Hein. C'est ça, l'impuissance, c'est un inconfort total. Ben oui, mais je trouve que à partir du moment où on a accepté cette dimension-là, à la fois d'hétéro-agressivité et qu'on n'était pas tout puissant, quoi. On a les limites de notre formation, on a les limites de l'outil avec lequel on travaille, qui est pour vous le téléphone, et qui fait qu'à partir du moment où on a proposé tout ce qui était en notre pouvoir de proposer, on ne peut pas faire plus. Hein. Marie-Pierre, tu avais une question? Oui, c'est plutôt une
une suite à votre propos par rapport à la plateforme en elle-même, à notre plateforme. Je crois que nous avons mis en place des procédures qui seraient peut-être intéressantes de valider avec vous. On a par exemple ce qu'on doit faire dans la fiche d'urgence, la priorité. Lorsqu'on a une urgence comme ça, c'est d'abord, effectivement, nous avons mis en numéro 1 d'avoir la localisation précise de la personne. C'est la priorité numéro 1 de la fiche d'urgence. Lorsqu'on est confronté à ça, on a été confronté à ça et donc le fait d'avoir la localisation a permis à une équipe des pompiers d'intervenir, même si la personne n'était peut-être pas forcément en train de passer à l'acte, mais en tout cas elle a été prise en charge. Donc ça c'est la première chose. On a donc un certain nombre de procédures. Pendant les appels, il y a aussi un accompagnement des écoutants. C'est-à-dire que les écoutants, ils ont un facilitateur qui est un superviseur pour lequel ils peuvent alerter en disant nous avons un contact WhatsApp entre nous et nous sommes en contact aussi avec le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité justement de ne pas se retrouver tout seul et que l'écoutant puisse dire j'ai une alerte. Et à ce moment-là, j'allais dire, on s'est rendu compte que la plateforme se met presque, comment dirais-je, en ébullition, ou en tout cas en état de marche, en état de faire. Et puis, il y a un troisième niveau aussi, enfin, il y a 4 niveaux, il y a un 4e niveau qui est plutôt l'intervision, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons des réunions de débriefing sur les moments difficiles des permanences qui ont pu voir ce type d'urgence où l'on débriefe qu'est-ce qui a été urgent, qu'est-ce qui ne l'était pas. Et puis, il y a aussi un niveau de supervision, puisqu'on a un intervenant psychologique, un psychologue clinicien, qui supervise au cas par cas les difficultés qu'on a pu rencontrer. Je pense que la plateforme, elle avait besoin d'avoir ces informations en amont parce que ça va nous mettre en alerte, mais elle a, je pense, construit les outils pour pouvoir avoir une écoute sécurisée, en tout cas pour les écoutants. Ok, bah, ça c'est très bien. Mais ça n'empêche pas la solitude parfois qu'on peut ressentir, comme le soulignait la collègue précédente. Donc, c'est pour ça que ces moments d'intervision, c'est très important. Je ne vois pas d'autres micros ouverts. Je vais laisser la parole à Suzanne pour… Ah, alors, quelqu'un vient d'allumer son micro en plus de Suzanne. Catherine, est-ce que vous vouliez intervenir? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, merci pour cette conférence. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bon, c'est parfait. Je voulais que vous posiez la question par rapport au suicide concernant les personnes âgées, parce que souvent, ils sont effectivement, il y a le signe avant-coureur, effectivement, ils sont âgés déjà, donc ils sont plus pour la plupart diminués. Et j'aurais voulu savoir si on avait des statistiques par rapport à ça, d'abord. Et deuxièmement, comment on peut être, moi je pense surtout aux assistants de vie et aux aides-soignants qui travaillent dans les EHPAD, qui sont confrontés justement à ce problème et qui sont souvent démunis par rapport à ces morts déguisées, enfin ces suicides qui sont des morts déguisées en fait. Et deuxièmement, je voulais parler aussi de la culpabilité. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en psychiatrie, et la culpabilité que nous avons la plupart du temps à travailler derrière un suicide. Et j'ai trouvé que ça, c'était parfois difficile de ne pas avoir à supporter effectivement les actes qui, enfin, des moments qui on nous prévient, effectivement, on est attentif
Mais dès qu'ils rentrent chez eux, effectivement, là, on les perd, ils sont plus sous contrôle parce qu'il y en a effectivement qui sortent. Et c'est à ce moment-là qu'ils choisissent de se suicider. Pour la plupart, enfin, moi, là où je suis passée, c'était comme ça que ça s'est passé. Et après, il y a une culpabilité, mais effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on peut pas être dans la toute-puissance. De toute façon, il faut accepter aussi que parfois, eh ben, il y a des choses qui nous échappent. Et ça devient plus difficile. Mais là, mon questionnement est plus par rapport aux personnes âgées et très âgées. Ouais, c'est pour ça que Merci. j'ai mis la diapo sur l'âge, là, vous voyez? Oui, attendez, je vais l'agrandir. C'est la courbe, en fait, qui est en bas. Vous voyez, il y a une courbe homme et une courbe femme. Et vous Ouais. voyez, en fonction de l'âge, le taux pour 100 000 de décès par suicide qui grimpe de façon exponentielle à partir de 65 ans. D'accord. Vous voyez cette partie-là? C'est ça. Oui, oui, je la vois. Oui, oui, je vois très bien. Mais Donc, comment peut-on faire, excusez-moi de vous couper, comment peut-on faire justement pour peut-être pas éviter, mais pour quand même rendre les fins de vie un peu plus faciles, justement, pour éviter qu'il y ait un taux de suicide aussi important? alors, il y a déjà une politique de prévention parce que parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui sont déprimés. Et généralement, ce qui se passe, c'est chez la personne âgée qui dit, bah, de toute façon, je suis handicapée, j'ai plus goût à rien, faudrait mieux que je meure. Bah, très fréquemment, il y a un syndrome dépressif sous-jacent. Donc déjà, faut le dépister, faut le traiter. Et généralement, c'est la première étape et c'est pas suffisamment fait. Après, Oui, bah oui. je suis d'accord avec vous. C'est pas suffisant. Non, parce que c'est banalisé. On dit Et là, il y a un gros problème. il est handicapé, Oui. c'est normal qu'il ait envie de mourir. Mmh. Non, bah non, c'est pas normal. Oui. Ça, c'est la première chose, la première étape. Après, d'un point de vue politique de santé, il y a les dispositifs, vous savez, vigilance, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont en train de se déployer sur l'ensemble du territoire national, qui sont un dispositif de veille après une tentative de suicide. Donc, encore faut-il qu'il y ait eu tentative de suicide, hein, puisque vous voyez que dans la diapo suivante, regardez ces chiffres qui sont absolument alarmants. Il y a un décès par suicide pour 3 tentatives de suicide après 65 ans. Donc, d'où l'importance d'être hyper vigilant quand il y a quelqu'un de plus de 65 ans qui fait une tentative de suicide. Parce que lui, il est encore plus à risque, vous voyez, que le sujet jeune, qui est en cours, Oui. en gros, qui peut faire 20 à 30 tentatives de suicide avant de décéder par suicide. Ce qui n'est pas le cas de la personne âgée. Donc, il y a ce déploiement de veille par rapport aux tentatives de suicide. Et puis après, il y a la mise en place des formations dont je vous ai parlé, qui sont proposées par le GET et par les ARS, de façon à former le maximum de personnes possibles à l'intervention à la crise suicidaire. Et il y a 3 types de formations. Il y a une formation intervention, vraiment pour les professionnels de santé mentale, une formation dépistage et puis une formation qu'on appelle sentinelle pour les gens qui ne sont pas des professionnels de santé mentale, mais qui sont à même parfois de rencontrer des personnes qui peuvent à un moment être à risque de passage à l'acte suicidaire. Et l'important, c'est l'idée, c'est de pouvoir former le maximum de sentinelles et le maximum de personnes à cette prise en charge de la crise suicidaire pour dépister un maximum, soigner un maximum et prévenir un maximum au final. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir une action globale sur la diminution du nombre de décès par suicide. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Il y a une difficulté énorme, c'est quand on touche à la précarité, hein, des gens qui sont dans la précarité, des hommes, là c'est une difficulté énorme. Bien sûr. La prévention, ça passe, la verbalisation, déjà, bon, on peut peut-être y arriver, la prévention de la dépression, la prise en charge, qui est très difficile à mettre en œuvre.
Et d'abord, l'adhésion de la personne à la démarche, et et trouver les centres, parce que les CMP, ils sont débordés. Oui, oui, tout à fait. Ben oui, il n'y a pas assez de moyens globalement dans la santé et en particulier dans la santé mentale. Et là, on paye les conséquences de cette politique-là, mais malheureusement, Oui, non, au l'équerre. comme pour avoir des leviers, des moyens en plus, mais j'ai pas tous les cordons de la bourse. Je propose une dernière question pour Anna et puis après, je laisserai la parole à Suzanne Tartière pour conclure. Donc, en fait, Excusez-moi. ma question, c'est en fait concernant justement le soin. Parce que vous dites, bon, on identifie la dépression, voilà. Quel type de soin on va prescrire à la personne? C'est-à-dire, les antidépresseurs sont-ils suffisants pour empêcher les tentatives de suicide? Alors, les antidépresseurs, dans une prise en charge, si on reprend succinctement la prise en charge d'un syndrome dépressif sévère, parce que tous les syndromes dépressifs ne nécessitent pas la prescription d'antidépresseurs. Donc, si on se situe dans un syndrome dépressif sévère, il va falloir de toute façon, je dirais comme pour l'ensemble des maladies psychiatriques, à la fois un traitement médicamenteux et un traitement psychothérapeutique. Il faut toujours les deux. On ne fait pas un traitement médicamenteux sans traitement psychothérapeutique où on s'expose à ce que ce soit moins efficace. Et les traitements antidépresseurs sont les traitements de choix de la dépression. On sait que c'est efficace dans 60 à 70% pour traiter la dépression. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de dépendance à ces traitements-là. Par contre, c'est un traitement qu'il va falloir prendre pendant au moins un an, voire 1 an et demi. Donc, c'est pas anodin que de commencer à prescrire ce traitement-là. Il faut de fait obtenir l'adhésion du patient à la prescription de ce traitement, parce que sinon, il va l'arrêter, il va avoir tous les effets secondaires possibles et imaginables, et ça va pas fonctionner. Mais ayez quand même en tête que c'est un traitement qui est particulièrement bien toléré, qui traite très bien les dépressions, les troubles anxieux et qui n'entraîne pas de dépendance, mais qu'il faut toujours l'associer à une psychothérapie. Merci Gaëlle. Suzanne, je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup, merci Gaëlle, parce que tu as bien vu que c'est un sujet qui passionne et qui peut nous mettre des fois en difficulté. Je crois que chacun d'entre nous doit connaître ses limites et savoir un peu peut-être jusqu'où il peut aller. Tu nous as parlé du score RUD. J'avoue que je l'ai bien noté cette fois-ci parce que je le connaissais dedans, mais je le connaissais pas très bien. Tu nous as signalé que les SAMU s'équipent de plus en plus d'infirmiers psychiatriques et j'espère que tu les auras bientôt à Necker. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des gens qui en ont bien formés, qui peuvent bien répondre à ces appels, donc pas hésiter à les passer au SAMU. Tu as parlé de ces patients qui peuvent nous mettre dans un sentiment d'impuissance et pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est une situation qui est difficile. Je crois que la fois c'est arrivé, je disais à la personne, vous pouvez pas faire ça. Je sais qu'il y a une solution et je vais vous, comment dirais-je, vous passer quelqu'un de plus compétent que moi qui saura vous aider. Et en 35 ans, il y en a juste un qui a refusé, mais je pense qu'il faut qu'on ne se laisse pas, je veux dire, comme tu dis, un peu maltraité par ces patients. Mais c'est vrai que c'est pas des situations faciles. Vous rappelez-vous que sur la plateforme, en cas de difficulté, vous avez 3 médecins qui peuvent vous aider en urgence, en extrême urgence. Il y a moi, effectivement. Il y a aussi le docteur Norbert Gautrin et le docteur Orsini qui peuvent vous aider à faire le lien avec le SAMU, jamais ça se passait pas bien. Voilà. Et j'avoue que tu vois, tu nous as dit qu'on pouvait aller interroger les patients. Moi-même, il y a des questions que je n'aurais peut-être pas
osé poser parce que je sais qu'à un moment, il va falloir que je passe la main et j'aurais été plus timorée. Mais peut-être que quand le score rude est bas et léger, peut-être qu'on peut effectivement aller un peu plus loin. En tout cas, merci. Et puis peut-être qu'on aura d'autres questions, si tu le permets. Les questions qu'on n'aura pas pu te poser ce soir, je pense que Constance peut en faire la liste et puis on pourra te les soumettre si tu veux bien nous aider. Et puis, tu sais que nos experts sur la plateforme, on les appelle des renards argentés. Donc, tu es notre renard argenté en psychiatrie. Je suis flattée. Merci, Gaëlle. Merci beaucoup, Gaëlle, pour votre intervention. Donc, je vous envoie le PDF. Avec plaisir. Je crois que effectivement, c'était dans les questions qui ont été posées, que votre présentation, que je puisse leur transmettre. Avec tous nos remerciements pour la qualité de votre intervention et votre aide précieuse. Avec plaisir, merci. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Beaucoup.